16. Une école pour un apprentissage basé sur le cœur. Qu'est-ce qu'un apprentissage basé sur le cœur? Nos écoles publiques actuelles reposent intégralement sur le mental. Des règles strictes y stipulent à quel moment il faut apprendre quoi et dans quel délai. Au contraire, l'apprentissage basé sur le cœur signifie que nous apprenons selon le bon vouloir de notre cœur. Pas de contrainte de temps quant aux objectifs d'apprentissage à atteindre, pas d'exigence quant au moment où tous les enfants devraient avoir acquis collectivement un savoir précis. L'école devrait servir à accompagner et à soutenir les enfants sur leur chemin de l'âme, ou tout simplement les aider à retrouver la trace de celui-ci, car beaucoup de jeunes gens sont égarés de nos jours, et les écoles actuelles ont même plutôt tendance à les détourner de leur chemin véritable. À mon avis, les écoles d'aujourd'hui tentent de formater les cerveaux des enfants afin de produire une pensée unique et des individus impeccablement intégrés à notre système social. Or, il n'est pas concevable que les enfants soient contraints de s'adapter au système social ou au système scolaire. L'inverse devrait être de mise. C'est à l'école d'aller vers les enfants, de déceler le potentiel de chacun et de comprendre la manière dont elle pourrait soutenir les jeunes au cas par cas, afin qu'ils trouvent leur chemin et le suivent. C'est pourquoi, dans une école basée sur le cœur, telle que je l'imagine, ne sont pas à l'œuvre des professeurs au sens classique du terme, mais plutôt des accompagnateurs qualifiés et bienveillants. Ceux-ci devraient être suffisamment perspicaces pour savoir où en est précisément un enfant et lui proposer des solutions sur mesure pour l'aider à atteindre la destination qu'il s'est choisie. L'école a été pensée pour les enfants et devrait avant tout être tournée vers eux. Imaginons un enfant de 9 ans qui porte en son âme le désir de devenir mécanicien et qui dispose des qualités requises pour y arriver. Dès lors, la tâche de l'école consiste à déceler ces qualités chez l'enfant et à l'accompagner sur son chemin jusqu'à ce qu'il puisse prendre en charge de manière autonome l'accomplissement de sa mission de vie. Les accompagnateurs devraient percevoir où se situe un enfant, à un moment donné, et où il veut aller. Ils peuvent alors se rapprocher de l'enfant et lui indiquer la marche à suivre pour atteindre son objectif. Si l'enfant est d'accord, ils peuvent lui fournir le matériel pédagogique approprié. Ainsi, d'une part, les écoles devraient être en mesure de s'occuper individuellement de chaque enfant, sans programme fixe contraignant les enfants à apprendre mot pour mot les mêmes leçons au même moment. D'autre part, elles ne devraient pas enfermer les enfants dans une seule salle de classe à longueur de journée. Pourquoi un enfant ne pourrait-il pas utiliser tous les espaces d'un bâtiment scolaire? Et pourquoi les classes n'accueilleraient-elles pas des groupes d'élèves d'âge différents, harmonieusement composés? Une salle de classe pourrait être dédiée aux cours de mathématiques qu'un accompagnateur dûment qualifié y dispenserait. Cet accompagnateur pourrait s'occuper individuellement de chaque enfant, venu parce qu'il éprouverait le désir d'apprendre les mathématiques. Il lui proposerait des activités concrètes. Si un enfant déborde d'enthousiasme pour un sujet, il sera curieux de nature et voudra en savoir plus. Inutile de le contraindre à apprendre. Un problème parmi d'autres est que les écoles d'aujourd'hui abrutissent nombre d'enfants, à tel point
qu'ils ne ressentent plus cet élan intérieur pour l'apprentissage. On ne s'étonnera pas alors que l'envie d'apprendre fuit ces enfants, qui ne ressentent plus le moindre désir de s'instruire. Si, en revanche, un enfant est encore en communion avec lui-même et ressent un élan intérieur pour l'apprentissage, il s'approchera tôt ou tard de sa propre initiative, d'un accompagnateur, lui posera des questions ou lui exprimera sa volonté de développer certaines compétences. Si un enfant ne ressent plus d'élan intérieur pour l'apprentissage, du fait de l'influence de l'éducation ou de la société, il incombe à l'école de lui permettre de rouvrir cet accès. Bien sûr, à la condition que l'enfant accepte cette main tendue. Individualiser au lieu de généraliser. L'école basée sur le cœur a également pour tâche d'aider à dissoudre ou à mettre à jour les modèles éducatifs obsolètes qui bloquent le développement des enfants. Face au matériel pédagogique qu'on leur propose, les enfants ne doivent pas se comporter en consommateurs et faire le jeu d'une éducation qui les relègue au rang de robots programmés. Ils doivent, au contraire, apprendre à penser de manière autonome, à décider et à agir en toute responsabilité. C'est ainsi que l'école les préparera réellement à la vie post-scolaire. Pour ce faire, il est impératif qu'elles répondent aux besoins des enfants. Cela signifie, d'une part, que les accompagnateurs aident les enfants qui ont un sens aigu de leur mission de vie à maintenir cette intuition, et d'autre part, qu'ils permettent aux enfants qui ont perdu cette intuition de la retrouver pour peu que l'enfant concerné le souhaite. Des humains capables de penser par eux-mêmes, qui se construisent leur propre conception du monde et accomplissent le dessein de leur âme, constituent la base et sont la clé d'une société en développement. Si nous souhaitons que la société évolue, nous avons besoin d'humains dont la pensée sort des sentiers battus. C'est pourquoi il est essentiel d'aider les enfants à penser par eux-mêmes. Aucune évolution n'est envisageable avec un système scolaire qui ne produit que des robots et étouffe la pensée autonome. En recommençant à penser par nous-mêmes, nous sommes capables de résoudre les problèmes actuels de l'humanité. Le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui parce que ceux qui tirent les ficelles sont obsédés par l'argent, le profit et le pouvoir. Si nous voulons changer la conjoncture actuelle, nous devons en toute logique modifier notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Les mêmes idées produiront toujours les mêmes impasses, et si les idées que nous avons eues jusqu'ici ne permettent pas de trouver de solution sensée, il faudra changer notre façon de penser. Notre époque a besoin de personnes qui agissent avec amour et sagesse, avec compréhension et confiance. L'apprentissage est un processus permanent. Peu importe que nous nous instruisions dans une salle de classe au contact d'un professeur ou en dehors à l'école de la vie. Et puisque nous apprenons sans arrêt, il est tout de même étrange qu'un système scolaire affirme la nécessité de créer un environnement d'apprentissage artificiel. L'apprentissage ne devrait pas être un artifice, car les enfants sentent bien quand on tente de leur inculquer quelque chose de manière forcée. L'essentiel est de mettre sur pied des écoles où les enfants se rendent avec joie et enthousiasme. Pendant leur première année scolaire, la plupart des enfants sont encore contents d'aller à l'école, mais quelques classes plus tard, ils ne vivent plus que pour les vacances.
Les enfants ne devraient pas dire « je dois aller à l'école », mais « je peux aller à l'école ». Nul ne vient au monde sans enthousiasme, chacun porte en lui dès le départ une flamme et une joie de vivre naturelle, une curiosité et un enjouement. Une école est donc plus précieuse et plus efficace lorsque les enfants conservent cet enthousiasme naturel pour l'apprentissage et lorsqu'ils se sentent à l'aise. Cela commence par le choix de l'école. Les parents ne devraient pas choisir une école pour des raisons de confort personnel. Mieux vaut être à l'écoute de l'enfant et lui demander son assentiment. Après tout, c'est lui qui y passera toute sa scolarité. D'un point de vue général, nous avons besoin d'une société dans laquelle les gens se soutiennent mutuellement sur leur chemin d'âme respectif. Si la vie nous a fait atterrir dans un environnement qui ne correspond en rien au plan de notre âme, alors nous rencontrons des problèmes dans notre vie active qui ne nous procurera aucun plaisir. Si, en revanche, nous nous retrouvons dans un environnement qui nous convient, alors notre travail nous enchantera. L'éducation est l'un des fondements de notre société. Si nous voulons vraiment la changer, nous avons besoin d'un nouveau système éducatif ainsi que d'un nouveau savoir qui soit réellement assimilé et vécu par la société. Par conséquent, une école basée sur le cœur, avec un enseignement libre, constitue également un défi pour les parents qui doivent être conscients que leurs enfants découvriront dans cette école-là de nouveaux points de vue, de nouvelles idées, de nouvelles opinions et une nouvelle vision du monde, et que leur progéniture s'en fera l'écho à la maison. Les parents doivent être conscients qu'ils sont invités à apprendre eux aussi. Être parent est une responsabilité, et l'école n'est pas un lieu où l'on se débarrasse de ses enfants pour avoir la paix. Si un enfant rentre de l'école avec un discours différent et une nouvelle vision du monde, il ne doit pas se heurter à une réaction du genre « ce n'est pas vrai, ça ne peut pas se passer comme ça, tu ne peux pas faire les choses ainsi ». Sinon, cette nouvelle école n'apportera pratiquement rien à l'enfant, qui sera clivé intérieurement. Il est préférable que les parents soient disposés à élargir leur vision du monde et à évoluer. De nos jours, de nombreux adultes seraient, dans leur fort intérieur, tout à fait ouverts à des sujets susceptibles d'élargir leur conscience, mais ils en ignorent jusqu'à l'existence même, car il n'en a jamais été question au cours de leur scolarité. Devenus parents, ils ont désormais l'opportunité d'en savoir plus grâce à leurs enfants. À l'heure actuelle, les écoles fonctionnent par généralisation et servent une bouillie pédagogique uniforme. Or, nous n'avons pas besoin d'une éducation généralisée, mais individualisée. Il nous faut des écoles où les enfants puissent penser de manière non conformiste. Sinon, tout continuera comme avant. Mais nous voyons bien que cela ne peut pas perdurer. Si les enfants sèchent les cours, rechignent à aller à l'école, voire tombent malades à cause de l'école, le problème ne vient pas des enfants, mais de l'école elle-même et des structures sociales en général. Si les enfants n'entrent pas dans le moule du système scolaire, c'est le système scolaire qui est en cause, pas les enfants. J'ai l'impression que d'un point de vue sociétal, nous sommes encore par trop engoncés dans une structure scolaire d'un autre âge et que nous nous y cramponnons de manière saugrenue. Malgré les signes qui nous prouvent le caractère obsolète de nos structures, le peu d'entrain que de nombreux enfants manifestent aujourd'hui pour l'école par exemple, nous nous gardons bien de les réformer et faisons passer pour malades les enfants qui nous montrent à quel point le système est dépassé.
Le système éducatif aurait plutôt besoin de personnes disposées à admettre qu'un changement structurel est nécessaire. Volksschule, un système jadis légitime, mais aujourd'hui obsolète. Note du traducteur. Dans les pays germanophones, la Volksschule a été introduite au XIXe siècle, en même temps que la scolarité obligatoire. Ce modèle d'enseignement unique garantissait pour la première fois l'accès à l'école aux enfants de toutes les classes sociales, et non plus seulement à ceux des classes aisées. À l'époque, il s'agissait d'un système totalement nouveau et progressiste. Le système de la Volksschule, tel que nous le connaissons ici, en Europe centrale, a eu autrefois sa justification et sa pertinence, sans quoi il n'existerait même pas. Rien dans ce monde n'existe sans raison ni justification. Jamais ce système scolaire n'aurait vu le jour s'il n'y avait pas eu, à un moment donné, son actualité et sa nécessité. Il y a environ 200 ans, l'idée d'une Volksschule était bonne, car elle permettait aux enfants de toutes les couches sociales d'apprendre à lire et à écrire. Cela a permis d'atteindre un certain niveau d'éducation dans l'ensemble de la population. Le seul problème est que le système scolaire n'a pas évolué avec la société, et ce type d'école n'est plus en phase avec notre temps. À l'époque, la généralisation de l'éducation était justifiée, mais aujourd'hui, l'individualisation en la matière s'impose. Depuis 2 siècles, le système scolaire n'a pratiquement pas bougé d'un iota, tandis que, pendant toutes ces années, la conscience humaine a évolué de façon significative. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de vouer notre avenir à l'échec, dans le seul but de garder intact notre passé. Nos enfants représentent l'avenir, et ce que nous proposons à ces esprits vierges, c'est le mode et le fonctionnement du monde de demain. En conséquence, si nous faisons d'eux des enfants à problème, et que nous les cataloguons comme perturbés ou malades, nous jugeons, de fait, notre futur comme tel, et ce uniquement pour mieux préserver un passé dépassé. Cela n'a aucun sens. De nombreux enfants sont d'ores et déjà nés avec la nouvelle énergie, mais l'enseignement prodigué à l'école publique mobilise encore l'ancienne. Les enfants des temps modernes sont plongés dans un système scolaire qui n'est pas fait pour eux. Mais là n'est pas le principal problème. Le vrai problème ne commence que lorsque l'ancien système n'évolue pas avec les enfants, lorsque l'ancienne énergie ne veut pas s'adapter à la nouvelle génération. Quand on a peur du changement et que l'on refuse de se renouveler, on doit se débarrasser de l'avenir d'une manière ou d'une autre. Il suffit alors de faire passer ses enfants pour perturber. Le mot hyperactivité est sur toutes les lèvres, et de les jeter dans les bras de la pédopsychiatrie, voire de les gaver de médicaments pour les calmer. Tout ce qui ne se situe pas dans la moyenne est déclaré anormal, pour la seule et unique raison que le système en place a peur d'évoluer. En agissant de la sorte, nous mettons vraiment en péril notre avenir. Être flexible et oser courageusement la nouveauté. Mais bonne nouvelle, les structures peuvent évoluer et se transformer. Elles ne sont pas condamnées à demeurer rigides, d'autant plus quand les personnes qui en font partie sont flexibles. En conséquence, si nous souhaitons vraiment un système éducatif en phase avec notre époque, nous devons être flexibles individuellement et surtout disposés à changer nous-mêmes et à emprunter de nouveaux chemins dans notre propre vie. Je le répète, du point de vue sociétal,
Nous avons perdu confiance dans l'élan intérieur de nos enfants pour l'apprentissage. Nous croyons que l'école ne peut fonctionner et que les enfants ne peuvent apprendre qu'à partir du moment où on leur assène qu'ils doivent apprendre ce qu'ils doivent apprendre exactement. C'est un miroir aux alouettes. Lorsque les enfants entrent en première classe, la plupart d'entre eux sont au comble de l'excitation. Puis peu à peu, au plus tard en 5e classe, leur enthousiasme se réduit à une peau de chagrin. Si un enfant ne veut plus apprendre à l'école, c'est probablement que ce feu de l'enthousiasme s'est éteint à un moment donné. L'enfant ne naît pas éteint, c'est le système qui le conduit à cette extrémité. Cela a amené de nombreux parents à perdre confiance dans l'élan intérieur de leurs enfants pour l'apprentissage et à penser qu'ils n'apprendront rien, à moins d'y être contraints. La majorité de ceux qui vivent déjà dans ce système depuis des décennies, les parents et les grands-parents d'aujourd'hui, sont sans doute à 1000 lieues de penser pouvoir y apporter un changement. Pour cela, ils ont besoin d'impulsions extérieures, et ce sont les enfants des temps nouveaux qui en sont porteurs. Or, si nous bourrons de médicaments ces porteurs d'espoir et d'élan, nous ferons du surplace. Lorsque j'étais à l'école, nos professeurs relataient souvent avec fierté telle ou telle découverte accomplie par les humains 300 ans auparavant. Et chaque fois, je me faisais cette réflexion. Cela remonte à 300 ans, n'y a-t-il donc pas de découverte plus récente? Il est regrettable que ni les enseignants qui transmettent le savoir, ni les élèves qui le reçoivent ne parviennent pas à penser de manière autonome, ne se remettent pas en question et ne prennent pas de recul par rapport aux connaissances inculquées. Notre époque a besoin d'humains dont la réflexion n'est pas rétrograde. Parmi ceux à qui l'on doit découvertes et inventions révolutionnaires du passé, beaucoup furent d'abord pris pour des fous. Or, pour progresser, toute société a besoin d'individualités qui sortent des sentiers battus, qui peuvent se frayer un chemin vers des lieux où nul n'avait encore songé à se rendre auparavant. Sans cela, aucune évolution n'est possible. Et lorsqu'un système scolaire empêche que ces circonstances adviennent, un double problème se pose. D'une part, l'école maintient les enfants qui incarnent le présent ou encore le passé dans une espèce de sommeil en ne les ouvrant pas à la nouveauté. D'autre part, nous cataloguons comme malades les enfants qui incarnent déjà l'avenir, dont ils seront les maîtres, et ne mettons pas à profit les impulsions positives qu'ils nous apportent. Il existe différents moyens de remédier au manque de confiance dans l'élan intérieur de nos enfants pour l'apprentissage. Commençons par examiner des exemples existants. On sait qu'à l'heure actuelle, des enfants de 12 ans enseignent déjà à l'université, quand d'autres sont des chirurgiens qualifiés à l'âge de 14 ans. En tant qu'âme, nous sommes tous beaucoup plus âgés que nous ne le pensons, et pour peu que l'éducation ne coupe pas leur élan intérieur pour l'apprentissage, les enfants apprennent et mûrissent extrêmement vite. Ensuite, nous pouvons simplement faire preuve de courage et oser nous mesurer à la nouveauté. Ce ne sont pas les premiers de la classe qui changent le monde. Au contraire, ce sont les personnes authentiques, fidèles à elles-mêmes, qui ne se dissimulent pas derrière un masque, mais agissent en pleine confiance et qui ont commencé à vivre selon leur cœur. Le monde change lorsque la conscience de l'ensemble de la société augmente. Il n'y a pas d'alternative. 3 conditions préalables. À mon avis, pour que le système scolaire puisse réellement changer, il faut qu'au moins 3 conditions préalables soient réunies. D'abord,
Il faut une prise de conscience, une nouvelle direction, une idée neuve. Il faut répondre à la question « Où voulons-nous aller réellement ?» Ma réponse la plus courte à cette question est la suivante. Nous voulons créer des écoles basées sur le cœur, où les enfants des temps nouveaux se rendront avec joie et enthousiasme. Cela passe soit par un assouplissement du système existant qui s'adapterait à l'énergie des temps nouveaux, soit par la mise sur pied d'un système foncièrement nouveau. Dans les deux cas, il est essentiel que les parties prenantes, enfants, parents, enseignants, autorités, etc., énoncent explicitement aux autres ce qu'elles souhaitent voir changer. Ensuite, il faut qu'un nombre suffisant de personnes disent oui à cette idée et qu'elles soient sincèrement prêtes à agir pour donner et manifester ensemble cette nouvelle impulsion. L'école est une structure et ce sont les humains vivant à l'intérieur des structures qui font leur particularité. En conséquence, si nous ne voulons plus de la structure scolaire telle qu'elle existe aujourd'hui, nous devrions d'abord commencer par nous changer nous-mêmes. Une société n'évolue qu'à travers des personnes qui évoluent elles-mêmes. Et plus la transformation à laquelle on aspire est profonde, plus il faut être nombreux pour la réaliser. Enfin, cela nécessite une bonne dose de courage et peut-être un brin de folie, au sens positif du terme. Non que l'idée d'une nouvelle école soit vraiment insensée, mais de nos jours, tout ce qui sort de la moyenne commence par être taxé de loufoquerie. Alors, si quelqu'un te lance « Tu es barjot », prends-le comme un compliment, c'est bon signe. Rien contre le système actuel. Je ne suis pas contre le système scolaire actuel. Si l'on s'oppose à une situation, à une chose ou à une personne, on se concentre sur ce que l'on ne veut plus et on se bat seulement contre ce point précis, sans rien accomplir de constructif. Cette approche n'est pas axée sur la recherche de solutions. Si, en revanche, en présence d'un problème, nous nous interrogeons sur ses causes, une fois que nous les aurons identifiées, il ne nous restera plus qu'à modifier notre comportement. Voilà une approche axée sur la recherche de solutions. Si nous remarquons que quelque chose cloche, demandons-nous comment pouvons-nous y remédier? Et la réponse est toujours la même, en commençant par changer notre propre conscience, puis en adaptant notre comportement à cette conscience nouvelle. Chaque situation est le résultat de la somme de toutes les consciences des personnes impliquées. C'est ensemble qu'elles ont créé cette situation. Si nous voulons changer une situation, nous devrions donc commencer par faire évoluer notre propre conscience et nous mettre à penser différemment. Dès que nous penserons différemment, nous ressentirons différemment, et dès que nous penserons et ressentirons différemment, nous agirons en conséquence. C'est par nos actes que nous façonnons le monde. Plutôt que de chercher des coupables à l'extérieur, nous devrions prendre les choses en main de manière responsable et constructive, animés par la volonté de trouver des solutions. On peut discuter des mois et des années pour savoir qui a fait quoi et à qui incombe la faute. Mais cela ne sert vraiment à rien tant que les personnes concernées ne sont pas prêtes à changer leur propre conscience. Si l'on se contente de pointer du doigt les autres et de rechercher des boucs émissaires, on n'agit pas dans l'optique de trouver des solutions. Au cas où nous ne saurions pas comment agir en vue de trouver une solution, rien ne nous empêche de la prendre. Si nous voulons vraiment changer le système scolaire, le plus judicieux est de se demander au préalable
quelles sont les alternatives constructives en présence. Nous pouvons alors nous atteler à manifester ces alternatives sans accorder forcément d'attention aux défauts du système en place. Si nous ne nous dressons pas contre l'ancien, le nouveau peut surgir. Le changement s'accomplira de lui-même, car, à un moment donné, le système dépassé aura fait son temps. Chaque fois qu'une chose nouvelle apparaît, elle existe pendant un certain temps, parallèlement à l'ancienne. Inutile donc de lutter contre l'ancien. Il tombera comme un fruit mûr quand il ne sera plus en phase avec notre époque. Un changement en bien ne passe jamais par la violence. La mutation aura bien lieu, reste à savoir quand. Fort heureusement, une structure sociale est capable d'évoluer avec les personnes qui vivent en son sein, a fortiori à notre époque, puisqu'une foule d'humains est en phase de développement. Même si l'humanité moderne se qualifie volontiers de civilisée, cela ne signifie pas que le développement qui se produit en nous et autour de nous soit complet. Rien n'est jamais achevé. Nous avons tendance à oublier que chaque structure créée par l'humanité n'a qu'une durée de vie limitée. Dès que ce temps est révolu, quelque chose de nouveau doit apparaître. Pour que ce changement intervienne, il faut qu'à l'intérieur d'une structure ancienne, le système scolaire en l'occurrence, des personnes incarnent d'ores et déjà l'avenir, et ces personnes, ce sont avant tout les enfants. Comme chaque adulte, chaque enfant est un individu. Aussi ce qui est juste et pertinent pour l'un ne l'est pas pour l'autre, et c'est pourquoi un concept d'école et un programme pédagogique valable pour tous les enfants à la fois ne devraient pas exister. Nous pouvons faire confiance à nos enfants. Ils sentent en leur fort intérieur ce qui est bon pour eux. Nous devrions donc préserver le lien individuel qu'ils entretiennent avec leur guidance spirituelle, sans essayer de les en extraire. Lorsqu'un enfant vient au monde, il est naturellement lié à sa guidance spirituelle, et la mission qui incombe aux parents, aux enseignants et à la société consiste à maintenir ce lien et à l'encourager activement. Cela nous éviterait bien des problèmes ultérieurs. Nous avons donc besoin à la fois d'enseignants et de parents ayant une pensée novatrice et singulière, qui soient disposés à créer ensemble des structures où les enfants des temps nouveaux évolueront comme des poissons dans l'eau. Rien ne sert à un enfant de fréquenter une école libre si ses parents sont toujours coincés dans des modèles de pensée anciens. Il sera contraint à faire un grand écart périlleux. En conséquence, une transformation et une mutation complète doivent avoir lieu, aujourd'hui, dans tous les domaines de la société. Un tel processus de mutation prend du temps. Les gens commencent par entendre parler d'un nouveau mode de pensée et de vivre ensemble. Ensuite, ils y réfléchissent pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il fasse partie de leur vision du monde. Et il faut encore que de l'eau coule sous les ponts avant qu'ils ne l'intègrent concrètement dans leur vie. Un changement d'une telle ampleur nécessite la coopération de nombreux humains. Un petit groupe de personnes ne suffit pas. Ce processus prendra peut-être encore 100 ans, mais en théorie, il pourrait tout aussi bien se produire à cet instant précis. Le temps que l'humanité prendra pour s'éveiller n'a pas été fixé. C'est l'humanité elle-même qui en décidera de son propre chef et avec son libre arbitre. Votre contribution personnelle est très simple. Changez peu à peu ce qui n'est plus d'actualité dans votre vie et dès maintenant accomplir la prochaine étape de votre développement personnel.
Si vous établissez une liste de toutes les choses que vous devez encore apprendre, vous constaterez peut-être que seules 2 ou 3 d'entre elles constituent des missions d'apprentissage en cours. Il vous suffira alors de vous consacrer en premier lieu à ces 2 ou 3 sujets, sans vous mettre sous pression. Vous avez tout le temps du monde. Compte tenu du temps qui est déjà derrière vous, peu importe qu'il faille encore quelques centaines, voire un millier d'années. Plus les croyances que vous portez en vous sont obsolètes, plus il vous faudra de temps pour vous en débarrasser. Vous en avez pris conscience, et c'est à la fois la première étape et la plus importante. Vous n'êtes pas contraint de dissoudre tous vos schémas et modèles en un mois. L'univers ne nous impose aucune limite de temps et ne nous dicte aucune conduite. Tout ce qui compte à présent est de commencer et d'avancer pas à pas. Tout un chacun s'éveillera et s'élèvera à un moment donné. La question est de savoir quand et comment, mais cela arrivera de toute façon. Ne vous mettez donc pas martel en tête et ne vous fixez aucune limite de temps dans vos démarches. Depuis des dizaines de milliers d'années, vous avez été sous anesthésie générale complète, et ce que vous avez accompli à ce jour est colossal. Concentrez également votre attention sur ce que vous avez déjà mené à bien et pas uniquement sur ce qui vous attend. Et prenez votre existence avec humour. N'est-il pas passionnant de voir où nous pouvons être entraînés en tant qu'âme? Imaginez un instant que nous soyons ici sur une grande aire de jeu. Le monde autour n'est pas prostré, faisant une tête de 100 pieds de long. Par conséquent, ne vous prenez pas toujours au sérieux et libérez-vous de la fausse contrainte de devoir avancer et de vous élever à tout prix dans le plus bref délai. Vous avez tout votre temps pour apprendre et vous développer. Il vous faudra le temps qu'il vous faudra. Un point, c'est tout. Question concernant les enfants et l'école. Question. Que se passe-t-il lorsque des enfants sont conçus par insémination artificielle dans une éprouvette? Réponse. Si la nature avait voulu que nous produisions notre avenir en tube, ce serait la norme. Or, il semble bien qu'elle ait forgé d'autres projets pour nous. Dans le même registre, on trouve plus étrange encore des parents qui demandent, par exemple, aux médecins de modifier les gènes de leur futur enfant pour que ses yeux ou ses cheveux aient une couleur particulière. On ne me fera pas croire que de telles choses ont quoi que ce soit de naturel. Si un enfant entre dans son corps de manière non naturelle, il est beaucoup plus compliqué pour lui de trouver son chemin de vie. Question. Que penses-tu du fait que, dans certains jardins d'enfants et certaines écoles, des tout-petits sont exposés aux médias numériques? Réponse. Je pense qu'il est bon que les enfants créent d'abord un lien avec leur environnement et apprennent à communiquer et à élargir physiquement avec les humains et les autres êtres vivants. Cela se produit difficilement lorsqu'on passe trop de temps devant un écran. Toutefois, il est important de ne jamais donner de réponse univoque à ce genre de questions, car cela dépend toujours de chaque enfant. Le monde numérique présente aussi des avantages. Ainsi, il nous permet de nous informer en toute autonomie sur Internet et de communiquer plus rapidement entre nous. En même temps, les enfants sont exposés au risque de surconsommer les médias virtuels et d'oublier où la vraie vie se déroule. Dans l'idéal, il faudrait trouver un équilibre entre la vie dans la nature et la vie dans l'espace virtuel.